À mon réveil d'une opération du dos, 73 appels manqués. Mes parents ont vendu mon appartement pour le mariage de ma sœur. Ils ont signé pour moi. Je peux à peine marcher, mais un seul appel va tout changer. Ce mariage, personne n'oubliera ce qu'il est devenu. J'ai 34 ans. Il y a 6 semaines, je me suis réveillé d'une intervention chirurgicale de 9 heures sur ma colonne vertébrale, et la première chose que j'ai vue fut 73 appels manqués. Ma vision était encore trouble à cause de l'anesthésie lorsque j'ai écouté le message vocal de mon père. Sa voix était calme, presque enjouée. On a vendu ton appartement pour payer le mariage de ta sœur, Chloé. Tu étais inconsciente, alors on a signé pour toi. 425 000 € envolés. Le mariage de Chloé est dans 3 semaines. Je pouvais à peine marcher. Mes jambes me semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Mais allongé dans cette salle de réveil, fixant le plafond, j'ai passé un seul coup de fil. Que s'est-il passé à ce mariage? Personne n'aurait pu s'y attendre. Je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, et il y a 3 semaines, au mariage de ma petite sœur, j'ai fait quelque chose que 200 personnes n'oublieront jamais. Tout a commencé par une chirurgie du dos de 9 heures. Je me suis réveillé avec 73 appels manqués et un message vocal de mon père. Ils avaient vendu mon appartement, 425 000 €. Pendant que j'étais inconsciente sur la table d'opération, mes parents ont falsifié ma signature pour payer le mariage extravagant de Chloé. Je pouvais à peine marcher, mais j'ai passé un coup de fil, et ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait vu venir. Avant de continuer, si cette histoire mérite d'être entendue, veuillez prendre un instant pour aimer et vous abonner. Mais seulement si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé. D'où regardez-vous, et quelle heure est-il là-bas? Laissez un commentaire et faites-le moi savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 semaines en arrière, au jour où j'ai eu la date de mon opération. Il y a 7 semaines, j'étais assise dans le bureau de mon neurologue et j'ai entendu les mots que j'attendais depuis 3 ans, nous avons une date d'opération, hernie discale, L4 et L5. La douleur était ma compagne constante depuis mes 29 ans. Certains jours, je ne pouvais pas me lever du lit. D'autres jours, je me forçais à travailler malgré tout parce que les factures se moquent de votre colonne vertébrale. Enfin, le soulagement arrivait. 15 mars, procédure de 9 heures, 6 semaines de convalescence. J'ai appelé mes parents ce soir-là. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une chose que je n'avais pas ressentie depuis des années, l'espoir. Maman, j'ai eu la date de l'opération. Oh, c'est bien, ma chérie. Sa voix était distraite. J'entendais Chloé rire en arrière-plan. C'est quand? Le 15 mars. Il faudra que quelqu'un me ramène après. Mars? Sophie, c'est en plein milieu de la préparation du mariage. Tu sais que Chloé se marie en avril. J'ai marqué une pause. Je sais, mais cette opération. Tu trouveras une solution, ma puce. Tu trouves toujours. Une conversation étouffée ensuite. Chloé a besoin de moi. On choisit les centres de table. On parle plus tard. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, fixant le vide. Je n'étais pas surprise. C'était le pire. Je n'étais même pas un peu surprise. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire à Lyon, mes parents n'étaient pas là. Chloé avait une audition, un casting pour une publicité locale de concessionnaire automobile. Elle n'a pas eu le rôle. Quand j'ai acheté mon appartement à Bordeaux à 27 ans, les premiers mots de mon père furent « Pourquoi n'as-tu pas aidé ta sœur plus tôt? Elle a plus besoin d'argent que toi d'un autre investissement. » 32 ans. J'avais appris à ne rien attendre d'eux. Mais je n'avais pas appris à cesser d'espérer. Pas complètement. C'était mon erreur. Laissez-moi vous parler de ma sœur. Chloé a 28 ans. Elle est influenceuse depuis 4 ans, 12 000 abonnés, principalement achetés. Elle n'a jamais gardé un emploi plus de 3 mois. À 21 ans, mes parents lui ont acheté une voiture. À 21 ans, moi, je faisais des doubles services dans un restaurant pour payer mes études. Sophie peut se débrouiller. Ma mère disait toujours que Chloé avait besoin de plus de soutien. C'est ce qu'ils appelaient ça. Moi, j'appelais ça autre chose. La semaine précédant mon opération, j'ai tout organisé moi-même.
J'ai engagé une aide à domicile pour les 2 premières semaines de convalescence. J'ai préparé mes repas. J'ai installé un lit dans mon salon pour ne pas avoir à monter les escaliers. Pas une seule fois mes parents n'ont proposé leur aide, mais ils ont appelé 3 fois pour demander si je pouvais contribuer au fonds de mariage. Ce sera magnifique, Sophie, s'est exclamée ma mère lors du dernier appel. Le lieu coûte à lui seul 80 000 € et Chloé a trouvé la robe la plus magnifique, 22 000 €. Mais elle le mérite. C'est beaucoup d'argent, maman. La famille de Julien est très riche. On ne peut pas avoir l'air pauvre. Julien, le fiancé de Chloé, je l'avais rencontré 2 fois. Il semblait gentil, calme, un peu naïf. Ses parents possédaient une chaîne de banque régionale. Je vous ai déjà donné 20 000 € pour la fête de fiançailles, lui ai-je rappelé. C'était il y a des mois, Sophie. C'est différent. J'ai une opération dans 5 jours. Je ne peux pas. Bien. Sa voix est devenue froide. Nous nous débrouillerons sans toi, comme toujours. Elle a raccroché. Comme toujours, j'ai regardé mon téléphone, puis l'appartement autour de moi. 8 ans d'économie, 8 ans d'heures supplémentaires et de petits boulots en freelance, et de vacances annulées. Cet endroit était la preuve que j'existais sans leur permission. Je n'avais aucune idée du prix que cette preuve allait me coûter. Les gens me demandent pourquoi je me souciais tant de cet appartement. 425 000 € à Nice, ça vous donne à peine 75 mètres carrés. Une petite cuisine, une chambre, un balcon de la taille d'un tapis de yoga. Mais cet appartement n'a jamais été une question de mètres carrés. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a dit que je n'étais pas la jolie fille de la famille. Ce n'est pas grave, dit-il, comme s'il était gentil. Tu es la plus intelligente. Tu devras travailler plus dur, mais ça ira. Travailler plus dur. C'est devenu ma religion. J'ai travaillé plus dur à l'école. Les bourses ont couvert la majeure partie de l'université. Ce qu'elles ne couvraient pas, je l'ai payé moi-même. J'ai travaillé plus dur à mon travail, passant de développeuse junior à ingénieur senior en 6 ans. J'ai travaillé plus dur que quiconque je connaissais. Et à 27 ans, je suis entré dans une banque et j'ai signé des papiers qui ont fait de moi propriétaire. Personne ne m'a aidé. Personne n'a co-signé. Personne ne m'a tendu un chèque. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui était entièrement à moi. Cet appartement représentait 8 ans de ma vie, compressé dans des murs, des fenêtres et un minuscule balcon où je buvais mon café tous les matins. Ce n'était pas juste un investissement. C'était une preuve. Une preuve que j'avais de la valeur, même si ma famille refusait de la voir. Et il y avait autre chose qu'ils ignoraient. Il y a 5 ans, mes parents ont failli perdre leur maison, 180 000 € de dette, avis d'exécution hypothécaire, appel téléphonique désespéré à minuit. Je leur ai donné 30 000 €. Chaque centime que j'avais économisé pour l'apport d'un logement plus grand. On te remboursera, promis mon père. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'en ont même plus jamais parlé. Alors, quand je suis entré en chirurgie, je n'avais aucune idée que mes parents avaient finalement trouvé un moyen de prendre ce peu que j'avais. 15 mars, jour de l'opération. Je me souviens des lumières fluorescentes de la salle de préopératoire, de l'infirmière vérifiant ma perfusion, de l'anesthésiste expliquant ce qui allait se passer. Comptez à rebours à partir de 10, dit-elle. J'ai atteint cette 9 heures plus tard, j'ai ouvert les yeux dans la salle de réveil. Tout me faisait mal, mon dos, ma gorge à cause du tube d'intubation, même mes paupières semblaient lourdes. Une infirmière m'a souri. L'opération s'est bien passée. Comment vous sentez-vous? Comme si j'avais été renversé par un camion, ai-je chuchoté. Elle a ri doucement et m'a tendu mon téléphone. Votre famille a beaucoup appelé. J'ai plissé les yeux sur l'écran. 73 appels manqués, 47 messages. Ma première pensée, quelqu'un est arrivé quelque chose. Ma deuxième pensée, le mariage de Chloé. Quelque chose a mal tourné pour le mariage. J'ai ouvert le message vocal de mon père, envoyé 4 heures après mon opération. Sa voix était désinvolte, presque joyeuse. J'apprendrai plus tard qu'ils avaient planifié cela depuis des semaines, trouvant un acheteur content, préparant les documents, chronométrant tout pour coïncider avec mon opération. Sophie, ma chérie, c'est papa. Alors, nous avons eu une discussion en famille. Eh bien, nous travaillons sur quelque chose.
Nous avons vendu ton appartement, trouvé un acheteur content il y a quelques semaines, très motivé, prêt à conclure rapidement. Nous avons signé les papiers finaux en ton nom aujourd'hui puisque tu étais indisponible. L'argent va au mariage de Chloé. Elle mérite une belle journée, et de toute façon, tu n'utilisais pas beaucoup cet endroit, étant célibataire. Tu comprendras. Appelle-nous quand tu te réveilleras. Je t'aime. Je l'ai écouté encore et encore. 425 000 € envolés. L'infirmière a remarqué mon visage. Madame, ça va? Avez-vous besoin d'antidouleur? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste fixé le plafond et respiré, dedans, dehors, dedans, dehors. Quelque chose s'est cristallisé en moi. Quelque chose de froid et de clair. Je savais exactement ce que je devais faire. Et cela a commencé par un seul appel téléphonique, mais pas à mes parents. 2 heures après mon réveil, j'ai appelé mon père. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix était stable. La morphine aidait, mais c'était surtout autre chose, une clarté qui vient quand on voit enfin les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Il a décroché à la 2e sonnerie. Sophie, tu es réveillée. Comment s'est passée l'opération? Tu as vendu mon appartement. Une pause. Ah, tu as eu mon message pendant que tu étais inconsciente. Eh bien, oui. Nous devions agir vite. L'acheteur. Tu as falsifié ma signature. Encore une pause. Plus longue cette fois. Falsifier est un mot fort, ma puce. Nous avons juste facilité la transaction. Tu aurais été d'accord de toute façon. Vraiment? Bien sûr. La famille est de la famille. Chloé avait besoin. Ce dont Chloé avait besoin, ai-je dit lentement, c'était de 425 000 € qui ne lui appartenaient pas. Ce n'est pas comme ça. Sa voix est devenue défensive, familière. Tu as un bon travail. Tu le récupéreras. Chloé et Julien commencent une vie ensemble. Ce mariage les positionnera socialement. C'est un investissement pour la famille. Papa, ce que vous avez fait est un crime. Silence. Falsification, fraude, vol. J'ai laissé chaque mot faire son effet. Ce sont des crimes. Tu parles à ton père comme si j'étais un criminel. Sa voix s'est élevée. Après tout ce que nous avons fait pour toi, toutes ces années à te nourrir, te loger. Vous avez cessé de me loger quand j'avais 18 ans. Je paie pour moi depuis. C'est comme ça que tu nous remercies? Remercier pourquoi? Pour avoir vendu ma maison pendant que j'étais sur une table d'opération? Il bégaya. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, vive et paniquée. Sophie, tu es contrariée. Nous parlerons quand tu seras plus calme. Il a commencé à raccrocher. Papa, ai-je dit doucement. Vous allez le regretter. La ligne s'est coupée. Il ne savait pas à quel point j'avais raison. 20 minutes plus tard, ma mère a appelé. Sophie Marie Dubois. Sa voix était de la glace. Que as-tu dit à ton père? La vérité. La vérité? Elle a ri, un son sec et amer. La vérité, c'est que nous avons tout sacrifié pour cette famille. Et toi, tu es allongé dans un lit d'hôpital en nous menaçant. Maman, tu as volé ma maison. Nous l'avons empruntée. Il y a une différence. Vous avez falsifié ma signature. Vous avez vendu ma propriété. Il n'y a pas d'emprunt impliqué. Arrête d'être dramatique. Son ton est devenu blessé, le pivot familier. As-tu une idée du stress que j'ai subi à planifier ce mariage pendant des mois? La tension artérielle de ton père est à son comble, et maintenant tu empirais les choses. J'ai fermé les yeux. Ce scénario était usé. Maman, je viens de subir une opération majeure de la colonne vertébrale. Je peux à peine sentir mes jambes, et tu me dis que j'empire les choses? Chloé se marie, Sophie. C'est le jour le plus important de sa vie. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour elle? J'étais heureuse pour elle avant qu'elle ne me prenne 400 000 €. Elle n'a rien pris. Nous avons pris une décision de famille sans toi. Tu étais indisponible. J'étais inconsciente. Elle a soufflé. C'est pareil. Tu aurais dit non de toute façon. Tu as toujours été égoïste.
J'ai laissé ce mot planer dans l'air. Égoïste. 32 ans à travailler, à économiser, à ne rien demander. Et c'était moi l'égoïste. Maman, dis-je doucement. Sais-tu qui est propriétaire de la maison dans laquelle tu te tiens en ce moment? Elle a marqué une pause. Quoi? La maison où toi et papa vivaient. Sais-tu qui en est propriétaire? Un rire confus. Nous, évidemment. Tu es sûr? Sophie, de quoi parles-tu? Tu es sous médicaments. Tu n'as pas de sens. Je vous verrai au mariage, maman. J'ai raccroché. 3 semaines. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le 3e appel que j'ai passé était au seul membre de ma famille en qui j'avais confiance. Tante Patricia a répondu à la première sonnerie. Sophie, ma puce. J'ai entendu ce qui s'est passé. Sa voix était chaleureuse, mais je percevais autre chose en dessous, la colère. Je suis tellement désolé. Richard m'a appelé il y a 1 heure pour essayer de raconter une histoire quelconque sur un investissement familial. Je lui ai dit qu'il était fou. Je sais que mon frère est un idiot, soupira-t-elle lourdement. Je l'ai prévenu, Sophie, il y a des années. Je lui ai dit que la façon dont il te traitait lui reviendrait en pleine figure. Il n'a pas écouté. Patricia était la sœur aînée de mon père, 65 ans, comptable à la retraite, et la seule personne de ma famille qui m'ait jamais regardé et vu comme quelqu'un qui méritait le respect. Tante Patricia, j'ai besoin de ton aide. N'importe quoi. Peux-tu garder un secret pendant 3 semaines? Une pause. Puis, qu'est-ce que tu prépares? Je lui ai tout raconté, pas tout, juste assez. La convalescence de l'opération, le calendrier du mariage, l'appel que j'allais passer à mon avocat. Quand j'ai eu fini, le silence est revenu. Sophie, sa voix était prudente. Es-tu sûr? Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sais qu'ils ne te pardonneront jamais. J'ai failli rire. Tante Patricia, ils ont vendu ma maison pendant que je luttais pour ma vie sur une table d'opération. Le pardon n'était plus une option au moment où cela s'est produit. Elle est restée silencieuse un long moment. Alors, de quoi as-tu besoin de moi? Je vais te donner une enveloppe. Garde-la en sécurité. S'il m'arrive quoi que ce soit, s'ils essaient autre chose, apporte-la au mariage. Au mariage? Je serai là. Mais je veux une garantie. Elle a poussé un soupir. Tu as toujours été la plus forte de cette famille, Sophie. Ne les laisse pas te briser. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Et je le pensais. Maintenant, je dois te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. En 2021, j'ai reçu un appel d'un vieil ami d'université qui travaillait dans une banque. Pas n'importe quelle banque, celle qui détenait l'hypothèque de mes parents. Sophie, je ne devrais probablement pas te dire ça. Sa voix était basse, complice. Mais tes parents sont sur le point de perdre leur maison. Ils ont 180 000 € de dette. Exécution hypothécaire dans 60 jours. 180 000 €. Même après les 30 000 € que je leur avais donnés 1 an plus tôt de l'argent qu'ils avaient juré que c'était juste pour se remettre à flot, ils avaient réussi à s'enfoncer davantage. Je me souviens d'être assise dans mon appartement, fixant le mur. Les mêmes parents qui n'étaient jamais venus à ma remise de diplôme, qui n'avaient jamais reconnu mes réussites, qui m'avaient traité comme un accessoire toute ma vie. Ils étaient sur le point de se retrouver sans abri. J'avais un choix, les laisser tomber, les laisser enfin faire face aux conséquences de 30 ans d'imprudence financière, leur laisser voir à quoi ressemblait la vie sans filet de sécurité. Ou bien j'ai appelé un avocat spécialisé en immobilier nommé Marc Dubois. Je lui ai dit ce que je voulais faire. Vous voulez acheter la dette de vos parents, m'a-t-il demandé lentement. Et acheter la maison sans qu'ils sachent que c'est vous? Oui. C'est peu orthodoxe. C'est faisable? Oui, via une société anonyme, propriété anonyme, légale, propre, invisible. 3 semaines plus tard, j'étais propriétaire de la maison de mes parents. Ils pensaient qu'une société d'investissement sans visage les avait sauvés. Ils ont signé un bail pour louer la maison où ils vivaient depuis 20 ans, ignorant que leur fille aînée était leur propriétaire. Chaque mois, leur chèque de loyer arrivait sur mon compte. Ils n'en savaient rien. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Pas à l'époque.
Je l'ai fait parce que malgré tout, je les aimais toujours. Je voulais qu'ils aient une maison, même s'ils ne m'en avaient jamais donné une. Mais maintenant, 4 ans plus tard, allongés dans un lit d'hôpital, sachant ce qu'ils avaient fait, cet amour avait finalement atteint sa limite. 3 jours après l'opération, Marc Dubois est venu dans ma chambre d'hôpital. C'était un homme grand, dans la quarantaine, avec le calme de quelqu'un qui a vu toutes sortes de désastres familiaux. Il était mon avocat depuis l'achat de la maison. 4 ans à garder mon secret en sécurité. J'ai les documents de la vente de ton appartement. Il a posé un dossier sur ma table de chevet. C'est pire que ce que je pensais. Dites-moi. Ils ont utilisé une procuration falsifiée. La signature ne correspond même pas à la tienne. Il m'a montré le papier. Ma signature ressemblait à l'imitation d'un enfant. Le tampon du notaire vient d'un gars dans le Nevada qui a déjà été signalé pour avoir tamponné des documents sans vérification. Ton père l'a probablement trouvé en ligne. C'est une infraction fédérale, mais ces gens existent. Pouvons-nous annuler la vente? Marc a secoué la tête. L'acheteur est un tiers innocent. Il n'avait aucune idée que les documents étaient frauduleux. Défaire cette vente prendrait des années et ne garantirait pas que tu récupères la propriété. J'ai encaissé 425 000 € en volée. Mais Marc a continué, tu as des options. Tu pourrais porter plainte au pénal, falsification, fraude, vol d'identité. Tes parents pourraient faire de la prison ferme. Quoi d'autre? Il a marqué une pause, sorti un autre document. La maison? La maison de mes parents? Ta maison? Il a croisé mon regard. Tu en es toujours propriétaire, entièrement. Et leur bail? Il a vérifié ses notes. Expire le 19 avril, une semaine après le mariage. J'ai fait le calcul. 19 avril, une semaine après le mariage de Chloé le 12 avril. Donc, le bail expire une semaine après le mariage. Marc a hoché la tête lentement. Si tu voulais leur signifier un préavis de départ, tu pourrais le faire. N'importe quand. Ils auraient 30 jours à compter de la date de la vie. J'ai fixé le plafond. 30 jours. Il y a quelque chose de presque poétique dans ce calendrier, dit Marc prudemment. Pour la première fois depuis mon réveil de l'opération, j'ai souri. Prépare la vie, dis-je. Je te dirai quand le signifier. Une semaine avant le mariage, Chloé a appelé. J'étais rentré à la maison, me déplaçant lentement avec une canne, mais je bougeais. La douleur était gérable. Mon esprit était clair. Sophie. Sa voix était un poison enrobé de sucre. J'ai entendu dire que tu avais contrarié maman et papa. Moi? Ils disent que tu les as menacés pour une histoire d'argent. Une histoire d'argent? J'ai ri doucement. Chloé, ils ont vendu mon appartement, la maison que j'ai achetée avec 8 ans d'économie, n'est-ce pas? Elle a traîné le mot. Mais, c'était une décision de famille. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin d'un endroit aussi grand. C'était 75 mètres carrés. Quand même, ce n'est pas comme si tu avais un mari ou des enfants. J'ai laissé le silence s'étirer. Chloé, savais-tu d'où venait l'argent? Encore une pause, puis trop vite, je ne me mêle pas des affaires financières. C'est entre maman et papa. Et? Mais tu le savais. Tu l'as suggéré, n'est-ce pas? La réalisation m'a frappé comme de l'eau glacée. Tu leur as dit que j'avais l'appartement. Tu leur as dit que j'allais subir une opération. Tu savais que je serais inconsciente. Non, je veux dire, j'ai juste mentionné. Elle trébuchait maintenant. J'ai juste dit que tu avais des biens et que tu ne les utilisais pas. C'était juste une suggestion. Ils ont pris la décision. Tu les as pointés vers moi comme une arme. Tu es dramatique. Sa voix s'est durcie. Tu as toujours été jalouse de moi, Sophie. Tu as 34 ans et tu es seule. Personne ne te veut, et maintenant tu essaies de ruiner mon mariage parce que tu ne peux pas supporter de me voir heureuse. J'ai fermé les yeux, respiré. Je vous verrai au mariage, Chloé. Tu ferais mieux de ne pas faire de scène. Je n'y songerai même pas. J'ai raccroché. Elle avait pointé une cible sur mon dos. Maintenant, elle allait voir la flèche voler. Le lendemain,
Chloé est passée à l'offensive. Son story Instagram est apparu à 19h43. Une photo soigneusement mise en scène, joue maculée de mascara, lèvres tremblantes, assise dans ce qui ressemblait à une boutique de mariage. La légende, quand quelqu'un dans ta propre famille est si jaloux de ton bonheur qu'il essaie de détruire ton mariage. Ma sœur menace de ruiner le jour le plus important de ma vie. Ce n'est pas parce qu'elle est seule et amère qu'elle peut voler ma joie. En 1 heure, les commentaires ont explosé. Tellement désolé, reine. Ne laisse pas les détracteurs gagner. La jalousie est moche. La famille devrait se soutenir. Ta sœur semble toxique. Coupe les ponts. Mon téléphone a commencé à sonner, tante, oncle, cousin, ami de ma mère. Sophie, comment as-tu pu? Chloé est dévastée. Pourquoi fais-tu ça à ta famille? Pas une seule personne n'a demandé mon point de vue. Pas une seule personne n'a remis en question le récit. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de cela, j'ai fait des captures d'écran de tout, la publication, les commentaires, les messages privés des proches me traitant d'égoïste, de jalouse, de pathétique, chaque mot. Mon cousin David a appelé, essayant de jouer les médiateurs. Sophie, ne peux-tu pas juste t'excuser pour le bien de la famille? M'excuser pourquoi? Pour ce que j'ai fait pour contrarier Chloé. David, ils ont vendu ma maison pendant que j'étais en chirurgie. Ils ont falsifié ma signature. Silence. Eh bien, dit-il enfin. Je suis sûr qu'il y a 2 côtés à chaque histoire. J'ai raccroché. 2 côtés. Tout le monde voulait 2 côtés, mais personne ne voulait entendre le mien. Ça m'était égal. Dans 2 semaines, il l'entendrait, qu'il le veuille ou non. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran dans un dossier sur mon ordinateur portable. Chaque attaque, chaque supposition, chaque parole cruelle. Ce sera utile plus tard, dis-je à personne. Le mariage était dans 14 jours. Le compte à rebours avait commencé. Maintenant, je veux faire une pause ici un instant. Si vous étiez à ma place, opération, convalescence, 425 000 € volés, toute votre famille se retournant contre vous. Que feriez-vous? A. Poursuivre immédiatement. B. Attendre le mariage. C. Pardonner et passer à autre chose. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous choisiriez. Et si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur ce bouton j'aime. Croyez-moi, vous voudrez voir ce qui se passe ensuite. Continuons. 2 jours avant le mariage, il y avait le dîner de répétition. Je ne voulais pas y aller. Chaque pas me faisait encore mal. Mon dos criait à chaque mouvement, mais j'avais besoin de voir le champ de bataille avant la bataille. Le restaurant était un italien haut de gamme. Salle privée, 25 personnes, nappe blanche, bougies partout. Chloé avait publié la facture sur sa story de préparation de mariage. 12 000 € pour un seul dîner. Je suis arrivé en retard, marchant lentement avec ma canne. La salle est devenue silencieuse lorsque je suis apparu dans l'embrasure de la porte. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. La mâchoire de mon père s'est serrée. Chloé a attrapé le bras de Julien et lui a murmuré quelque chose. Sophie. Ma mère s'est ressaisie la première, son sourire aiguisé comme du verre. Nous ne pensions pas que tu viendrais. Avec mon état, je ne pouvais pas manquer ça. Je me suis frayé un chemin jusqu'à un siège vide à l'extrémité de la table. Chaque pas délibéré, chaque visage observant. Mon père s'est levé pour porter un toast. Ce soir, nous célébrons la famille, dit-il en levant son verre, évitant mon regard. Nous célébrons le sacrifice. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour nos enfants. Chloé rayonnait. Ce mariage représente l'amour et l'engagement de notre famille. Beaucoup de gens ont contribué à le rendre possible. Son regard a glissé vers moi juste une seconde. La famille prend soin de la famille. J'ai levé mon verre avec les autres, ne disant rien. Mais Julien, le marié, me regardait étrangement, curieusement, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Chloé s'est penchée et a embrassé sa joue, ramenant son attention. À la fin de la soirée, alors que les gens récupéraient leurs manteaux, Chloé s'est approchée de moi. Je suis surprise que tu sois venu. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. J'ai un cadeau pour toi, dis-je. Pour le mariage. Un cadeau?
La suspicion a traversé son visage. Quelque chose de spécial que tu verras samedi. J'ai quitté la pièce avant qu'elle ne puisse répondre. Mon dos était en feu, mais ça valait le coup. Le 12 avril, jour du mariage. Le lieu était un hôtel 5 étoiles avec une cour-jardin, le genre d'endroit où l'argent chuchote à travers chaque arrangement floral. Des roses blanches dégringolaient des arches en fer forgé, des lustres en cristal pendaient des pavillons temporaires. Un quatuor à cordes jouait Pachelbel. 200 invités, Chloé avait insisté pour 200. Moins que ça fait négliger, avait-elle dit à notre mère. 200 personnes pour assister au mariage parfait payé avec de l'argent volé. Je suis arrivé avec tante Patricia. Elle portait un blazer bleu marine. Je portais une simple robe bleu marine. Une coïncidence? Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous avions l'air d'une équipe. Nous sommes prêtes, murmura-t-elle tandis que nous traversions l'entrée du jardin. Oui. Dans ma petite pochette, une enveloppe en papier manille contenant des documents qui allaient tout changer. Le placement des invités était arrangé en rangées incurvées faisant face à un autel drapé de fleurs. J'ai pris place au tout dernier rang, le point le plus éloigné de la famille. Patricia s'est assise à côté de moi. J'ai vu mes parents au premier rang, ma mère en soie champagne, essuyant déjà ses yeux, mon père dans un smoking qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et Chloé marchant dans l'allée dans 22 000 € de dentelle blanche. Un voile flottant derrière elle comme un nuage. Elle était magnifique. Elle était triomphante. Alors qu'elle passait devant mon rang, ses yeux ont trouvé les miens. Un petit sourire satisfait a effleuré ses lèvres. Je lui ai souri en retour. Julien attendait à l'hôtel, nerveux et plein d'espoir. Il n'avait aucune idée de ce qu'était vraiment sa fiancée, de ce que sa nouvelle famille avait fait. L'officiant a commencé la cérémonie. Quand il est arrivé à la partie sur les objections, que celui qui a quelque chose à dire le dise maintenant ou se taise à jamais, plusieurs têtes se sont tournées vers moi. Je n'ai pas bougé. Le sourire de Chloé s'est élargi. Pas maintenant, pensais-je. Pas ici. Ton moment viendra à la réception devant tout le monde, là où il doit être. La cérémonie était magnifique. Je leur accorde ça. Les vœux ont été échangés. Les alliances ont été mises. Julien a embrassé sa fiancée tandis que 200 personnes applaudissaient. Ma mère pleurait. Mon père rayonnait. L'image de parents fiers. J'ai regardé depuis le dernier rang, le visage neutre, le cœur calme. Patricia m'a serré la main une fois. Après la cérémonie, les invités se sont dirigés vers la tente de réception, une immense structure blanche avec des lustres, des tables rondes drapées d'ivoire, un parquet de danse pouvant accueillir 50 personnes. La table d'honneur était surélevée sur une petite estrade, mariés au centre, parents à leur côté, un trône pour la famille royale. J'ai trouvé ma place, table 14, près de l'entrée de la cuisine, la table des parents dont personne ne voulait parler. Mes compagnons, un grand-oncle avec des aides auditives, un cousin au 2e degré déjà visiblement ivre, et tante Patricia, qui avait demandé à s'asseoir avec moi. Ils t'ont mise en Sibérie, a marmonné Patricia. Je m'attendais à moins. Le dîner a été servi, filet mignon et queue de homard, bouteille de vin à 300 €, un gâteau de mariage ressemblant à un monument architectural. Chloé riait à la table d'honneur, sa main touchant constamment le bras de Julien, le revendiquant, l'exhibant. Mon père a tapoté son verre. La salle s'est tue. Avant de passer au toast, a-t-il annoncé, je veux dire quelques mots sur cette journée incroyable. C'est parti, ai-je pensé. Ce mariage représente tout ce que notre famille croit, sacrifice, unité, amour. Il a marqué une pause, sa poitrine gonflée d'orgueil. Beaucoup de gens ont rendu cela possible. Notre merveilleuse fille Chloé, notre nouveau fils, Julien, et sa généreuse famille. Et ses yeux ont balayé la salle, s'arrêtant brièvement sur moi. Tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée spéciale. Contribuer. Il a vraiment dit contribuer. La main de Patricia a trouvé la mienne sous la table. Pas encore. Presque. Mon père a poursuivi son discours, sa voix gonflée d'autosatisfaction. Élever 2 filles a été le plus grand privilège de ma vie. Il s'est tourné vers Chloé, les yeux brillants. Tu as toujours été la lumière de cette famille. Ta gentillesse, ta grâce, ta beauté intérieure et extérieure. Chloé a essuyé ses yeux avec une serviette monogrammée.
Et Sophie, il a marqué une pause. La salle semblait retenir son souffle. Sophie est aussi ici aujourd'hui et nous sommes reconnaissants pour ses contributions. Quelques rires gênés. En fait, il a levé son verre. Je pense que Sophie devrait dire quelques mots. Viens ici, ma chérie. Fais un toast à ta sœur. La salle s'est tournée pour me regarder. J'ai vu le visage de ma mère. Sourire figé. Un avertissement dans ses yeux, ne fais pas de scène. J'ai vu le visage de Chloé. Le triomphe masquant la peur. Elle pensait avoir gagné. J'ai vu 200 visages attendre, s'attendant soit à une acceptation gênée, soit à un refus dramatique. J'ai attrapé ma canne. Lentement, prudemment, je me suis levé. La marche jusqu'au devant de la salle a pris une éternité. Chaque pas délibéré, chaque visage observant. Ma canne a tapé contre le sol poli, un métronome comptant à rebours jusqu'à l'explosion. J'ai monté les 2 marches menant à l'estrade. Mon père m'a tendu le microphone, son sourire tendu. Ne sois pas longue, a-t-il chuchoté. Je me suis tourné pour faire face à la foule. 200 personnes, lustre en cristal, arrangements floraux valant plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, et un microphone dans ma main. J'ai regardé Chloé. Elle tenait la main de Julien si fort que ses jointures étaient blanches. Merci, papa, ai-je dit dans le microphone. Vous avez raison. J'ai pas mal contribué à ce mariage, en fait. La salle était silencieuse. Laissez-moi vous dire exactement combien. Il y a 6 semaines, ai-je commencé, ma voix stable. J'ai subi une opération majeure de la colonne vertébrale, 9 heures sur la table d'opération. Quelques murmures sympathiques de la foule. Pendant que j'étais inconsciente, pendant que les médecins ouvraient littéralement ma colonne vertébrale, mes parents ont pris une décision. Ils ont vendu mon appartement. Les murmures se sont arrêtés, 425 000 €. Ma maison, 8 ans d'économie. Ils ont falsifié ma signature sur une procuration et l'ont vendue sans ma connaissance ni mon consentement. Mon père s'est avancé. Sophie, ce n'est pas. Ne. Je n'ai pas élevé la voix, mais il s'est arrêté. Tu as eu ton discours. C'est le mien. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. J'ai les documents, la signature falsifiée qui ne correspond pas à la mienne, la fausse procuration, tout ça. Des halètements ont parcouru la foule. Les invités se regardaient, confus, horrifiés. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. J'ai croisé le regard de Chloé. Je ne suis pas venu ruiner votre mariage. Je suis venu vous faire un cadeau. J'ai sorti un second document. Ceci est l'acte de propriété du 247 chemin des Merisiers, la maison de mes parents, celle où ils vivent depuis 20 ans. Ma mère s'est levée. Qu'est-ce que cela a à voir avec? En 2021, quand vous étiez sur le point de perdre cette maison à cause d'une exécution hypothécaire, quelqu'un l'a achetée. Un investisseur anonyme. Vous pensiez avoir payé un loyer à cette personne depuis lors. J'ai laissé le silence s'étirer. Cet investisseur, c'était moi. Le visage de ma mère est devenu blanc. Mon père a agrippé le bord de la table. Je possède votre maison, dis-je doucement. Je la possède depuis 4 ans. Et votre bail? Il expire dans exactement 30 jours à compter d'aujourd'hui si je choisis d'envoyer l'avis. La salle a explosé, voix, halètement, chaise qui racle, et Chloé a finalement semblé effrayée. Les 60 secondes suivantes furent le chaos. Mon père s'est élancé vers moi. Tu mens. C'est impossible. C'est dans les archives publiques, papa. Vous pouvez vérifier vous-même. Ma mère hyperventilait. Comment as-tu pu? Pourquoi ferais-tu ça? J'ai sauvé votre maison parce que je vous aimais. J'ai laissé ces mots faire leur effet. Même si vous ne m'avez jamais aimé en retour. Depuis l'arrière de la tente, une silhouette s'est approchée. Marc Dubois, en costume gris impeccable, portant une mallette en cuir. Qui est-ce? A exigé mon père. Mon avocat. Je me suis écarté pour laisser Marc me rejoindre sur l'estrade. Il est là pour vérifier tout ce que j'ai dit. Marc s'est adressé à la foule avec un calme professionnel. Je suis Marc Dubois, avocat spécialisé en immobilier. Je peux confirmer que Sophie Dubois est la propriétaire légale de la propriété au 247 chemin des Merisiers.
Je peux également confirmer que la procuration utilisée pour vendre son appartement était frauduleuse. Ma cliente a des motifs de poursuite pénale. La salle était d'un silence de mort. Puis Julien s'est levé. Attendez. Sa voix tremblait. L'argent pour ce mariage, les 300 000 € que vos parents ont contribué. Il a regardé ma mère. C'était de l'appartement de Sophie. Ma mère n'a pas pu soutenir son regard. Vous avez payé notre mariage avec de l'argent volé? La voix de Julien s'est élevée. Tu m'as dit que c'était des économies, une fiducie familiale. Chloé lui a attrapé le bras. Julien, bébé, c'est compliqué. Compliqué? Il s'est dégagé d'elle. Tu le savais? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Son silence était une réponse suffisante. Les parents de Julien se sont levés de leur siège. Le visage de sa mère était de pierre. Nous devons vous parler, a-t-elle dit à Chloé. Maintenant. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Les serveurs se tenaient figés avec des bouteilles de champagne. 200 invités regardaient le mariage le plus cher auquel ils aient jamais assisté s'effondrer en temps réel. Et je n'avais pas élevé la voix une seule fois. Julien est descendu de l'estrade. Chloé l'a suivi en trébuchant dans sa robe à 22 000 €, manquant de tomber sur l'ourlet. Julien, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il s'est retourné. Expliquer quoi? Que ta famille a volé à ta propre sœur pour payer ça? Il a fait un geste vers la tente, les fleurs, les tours de champagne. Que tu le savais et que tu n'as rien dit. Je n'ai pas. Je pensais. Tu pensais quoi? Que c'était bien parce que Sophie était inconsciente. Chloé a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, le mascara coulant sur ses joues. J'ai regardé depuis l'estrade. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni satisfaction. Je me sentais juste fatigué. La mère de Julien s'est approchée de Chloé avec la précision prudente d'un chirurgien. Nous devons discuter de certaines choses, ma chère. En privé. Madame Whitmore, s'il vous plaît. Maintenant. Elles ont disparu dans une pièce latérale. Julien a suivi. La porte s'est refermée avec un clic décisif. À mes pieds, ma mère était toujours assise à la table d'honneur, fixant le vide. Mon père marchait de long en large comme un animal en cage, marmonnant à propos d'avocats et de trahison. Tante Patricia est apparue à mes côtés. C'est fait, dit-elle doucement. Pas tout à fait. J'ai regardé la foule, les visages choqués, les conversations chuchotées, les téléphones enregistrant tout. Mais presque. J'ai repris le microphone une dernière fois. Je veux être clair sur quelque chose. Je n'ai pas fait cela par vengeance. Je l'ai fait parce que la vérité mérite d'être racontée et parce que je le mérite. Ma voix s'est brisée juste un instant. Je mérite d'être traité comme un être humain. J'ai reposé le microphone et je suis descendu de l'estrade. La foule s'est écartée pour moi comme l'eau. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a dit un mot. Dehors, l'air printanier était frais et pur. C'était fini. Presque. Maintenant, si vous pensiez que c'était la fin, vous vous trompiez. Ce qui s'est passé après le mariage, ce que Julien a découvert sur Chloé a tout changé. Avant que je ne vous raconte la suite, si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est votre moment. Cliquez sur ce bouton. Je vous promets que la prochaine partie vous choquera encore plus que ce que vous avez déjà entendu. Laissez un commentaire. Qu'avez-vous pensé que Julien ferait ensuite? Laissez-moi terminer cette histoire. Je n'ai pas quitté le lieu immédiatement. Je me suis assise sur un banc dans le jardin de l'hôtel, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. Les gens se sont dispersés de la tente de réception en petits groupes. Certains sont partis immédiatement, d'autres se sont attardés, bavardant à voix basse. Plusieurs proches se sont approchés de moi. Cousin David, qui m'avait dit qu'il y avait deux côtés à l'histoire, ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Sophie, je ne savais pas. Je suis désolé. Je n'ai fait que hocher la tête. Grande-tante Marguerite, la tante de mon père, m'a serré la main avec une force surprenante. J'ai toujours dit que Richard ne te méritait pas. Ta grand-mère serait fière. Celle-là m'a fait verser une larme.
Mais la visiteuse qui m'a le plus surprise fut Sandra Whitmore, la mère de Julien. Elle s'est assise à côté de moi, son tailleur Chanel toujours impeccable malgré le chaos. Sophie. Sa voix était froide mais pas méchante. Je veux que tu saches que nous n'étions au courant de rien de tout ça. Je sais. Julien est dévasté. Elle a marqué une pause. Il remet tout en question en ce moment. Je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. N'est-ce pas? Elle m'a étudié. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Tu voulais juste que la vérité éclate. Elle s'est levée, brossant sa jupe. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Un mariage bâti sur des mensonges n'allait jamais durer. Elle s'est éloignée avant que je puisse répondre. À l'intérieur de la tente, j'entendais des voix s'élever. Mon père criait sur quelqu'un, ma mère pleurait. Chloé est sortie seule de la pièce latérale. Julien n'était pas avec elle. Elle m'a vu sur le banc et son visage s'est tordu de rage. Elle a commencé à marcher vers moi, puis s'est arrêtée, a fait demi-tour, et retournée à l'intérieur. Bon choix. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer. Une tentative ironique de normalité. Mais rien dans cette journée n'était normal désormais. 1 heure plus tard, lorsque la plupart des invités étaient partis, Julien m'a trouvé. Il portait toujours son smoking, mais son nœud papillon pendait lâchement autour de son cou. Ses yeux étaient rouges. Sophie. Il s'est assis lourdement sur le banc. Je dois te dire quelque chose. Tu ne me dois rien, Julien. Non, je le dois. Il s'est passé quelque chose. Il y a 3 mois, quand Chloé et moi nous sommes fiancés, mon ordinateur portable a disparu. Je l'avais laissé chez elle pour la nuit. Il a ri amèrement. Elle a dit qu'il devait avoir été volé. Un cambriolage, prétendait-elle. Rien d'autre n'a été pris, juste mon ordinateur. Disparu. Qui avait-il dessus? Des dossiers financiers, les actifs de ma famille, des détails sur les fonds fiduciaires. Il a croisé mon regard. À l'époque, je pensais que c'était juste de la malchance. Maintenant, les pièces s'emboîtent. Elle faisait des recherches sur ta famille avant même que je ne la demande en mariage. Je pense qu'elle m'a ciblé. Je pense qu'elle a découvert l'argent de ma famille et a orchestré toute la relation. La rencontre fortuite lors de cet événement caritatif, la façon dont elle savait exactement quoi dire, ce que j'aimais, ce que je voulais entendre. Je ne savais que dire. Que dit-on à quelqu'un dont toute la relation vient de se révéler être une arnaque? Je suis désolé, ai-je finalement réussi à dire. Ne le sois pas. Tu m'as sauvé. Il s'est levé. J'ai déjà parlé à l'avocat de mes parents. Nous demandons l'annulation pour cause de fraude. Le mariage n'a même pas 12 heures. Et Chloé. Ma famille exige qu'elle rende ce qu'ils ont contribué au mariage. 150 000 €. Il a marqué une pause. Je ne pense pas quel est l'argent. Il s'est éloigné dans l'obscurité. Chloé venait d'affronter une victime qui pouvait riposter. Les conséquences ont été rapides. Dès lundi, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre dans notre famille élargie. Un invité avait enregistré mon discours sur son téléphone et l'avait partagé dans un chat de groupe familial. De là, quelqu'un l'a divulgué publiquement. Je n'ai jamais su qui. En quelques jours, il avait des milliers de vues, transférées et retransférées avec des émojis choqués. Le patron de mon père l'a convoqué pour une réunion. Richard Dubois était un cadre moyen dans une compagnie d'assurance. Respectable, ennuyeux, oubliable. Sauf que maintenant, il était l'homme qui avait commis une fraude contre sa propre fille. Nous vous plaçons en congé administratif en attendant un examen éthique, lui ont-ils dit. Ses 32 ans dans l'entreprise n'avaient pas d'importance. Sa réputation, oui. Ma mère a perdu son club de lecture, son groupe de tennis, le comité caritatif qu'elle présidait depuis 15 ans. Les appels téléphoniques se sont arrêtés. Les invitations se sont taries. Et Chloé, ses vrais abonnés Instagram, les quelques milliers de vrais humains parmi ces 12 000, ont commencé à disparaître. Les robots qu'elle avait achetés sont restés. Bien sûr, ils n'ont pas de conscience. Quelqu'un avait trouvé la vidéo du mariage et l'avait publiée. Des commentaires ont afflué. Imaginez voler votre propre sœur pendant son opération.
C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. Cette fille a eu exactement ce qu'elle méritait. L'annulation a été rapide. La famille de Julien avait d'excellents avocats. Chloé n'a rien eu. Ni mari, ni argent, ni réputation. Une semaine après le mariage, elle a obtenu son premier emploi en 6 ans, vendeuse dans un grand magasin, salaire minimum, à commission. J'ai entendu dire qu'elle avait pleuré quand elle l'a dit à notre mère. Quant à moi, je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de vindicte, juste le vide. Je ne voulais pas de ça. Je n'ai jamais voulu rien de tout cela. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était être vu, être valorisé, être traité comme si j'avais de l'importance. Mais certaines familles sont incapables de cela. Certaines familles ne comprennent que le pouvoir. Et maintenant, enfin, elles comprenaient qui le détenait. 30 jours après le mariage, mon téléphone a sonné, le nom de mon père à l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Sophie, sa voix était différente, plus vieille, plus petite. Nous devons parler de la maison. Qu'en est-il? La vie dit que nous devons partir. Une longue pause. Nous n'avons nulle part où aller. J'avais envoyé l'avis d'expulsion le lendemain du mariage. Légal, correct, une fenêtre de 30 jours, exactement comme Marc l'avait conseillé. Ce n'est pas mon problème, papa. C'est ton problème. Tu expulses tes propres parents. Quel genre de fille fait ça? Celle dont les parents ont volé 425 000 euros. Nous n'avons pas volé. Vous avez falsifié ma signature pendant que j'étais en chirurgie. C'est la définition légale de vol et de fraude. J'ai gardé ma voix neutre. Vous avez de la chance que je n'ai pas porté plainte. Silence. S'il te plaît. Le mot semblait lui coûter cher. Donne-nous juste plus de temps. Quelques mois de plus. Non, Sophie. Tu as eu 4 ans. 4 ans à vivre dans une maison que je payais, en payant un loyer à une fille que tu traitais comme rien. Je t'ai sauvé de l'exécution hypothécaire. Et tu m'as remboursé en volant ma maison. Nous ne savions pas que c'était toi. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Il ne pouvait pas répondre. Nous savions tous les deux la vérité. 30 jours, papa. Trouver un autre endroit où vivre. Si tu fais ça, tu n'es plus ma fille. J'ai failli rire. Je n'ai jamais été ta fille. J'étais juste celle que vous utilisiez quand vous aviez besoin de quelque chose. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je n'ai ressenti que la certitude froide d'une limite enfin tracée. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent jamais être effacées. 2 mois après le mariage, j'ai traversé l'ancienne maison de mes parents. Ils avaient déménagé 3 jours plus tôt, dans un petit appartement dans une banlieue à 30 km de là. Ils avaient pris tout ce qu'ils pouvaient faire rentrer. La maison résonnait de vide. Je me tenais dans le salon où j'avais passé mon enfance. L'endroit où le sapin de Noël allait toujours. Le siège de fenêtre où j'avais lu des centaines de livres. L'escalier que j'avais gravi des milliers de fois. Tante Patricia se tenait à côté de moi. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. Je ne sais pas. J'ai touché le mur. Je pensais que je sentirais quelque chose. De la justification, de la satisfaction, quelque chose. Et je me sens juste triste. Elle a hoché la tête. C'est normal. Tu n'as pas seulement perdu tes parents. Tu as perdu l'espoir qu'ils t'aimeraient un jour comme tu le méritais. Je me suis détourné de la pièce vide. Que allez-vous faire de la maison? Demanda Patricia. La louer. J'ai trouvé un jeune couple, des locataires pour la première fois, tous les 2 professeurs. Ils semblaient gentils. J'ai marqué une pause. Les revenus locatifs iront à une œuvre de bienfaisance, une fondation qui aide les femmes ayant subi des abus financiers dans leur famille. Patricia a souri. C'est magnifique, Sophie. Ma convalescence était presque terminée. Je pouvais marcher sans la canne maintenant. La douleur était gérable. Mon corps guérissait. Mon cœur prenait plus de temps. Chloé m'avait envoyé un SMS 2 semaines après le mariage. J'espère que tu es heureuse. Tu as tout détruit. Je n'ai pas répondu. Julien m'avait envoyé un bref email, merci pour la vérité.
Je sais que cela t'a coûté cher. Je ne l'oublierai pas. Je garderai celui-là. J'ai fermé à clé la porte d'entrée de l'ancienne maison de mes parents, ma maison, et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Le soleil printanier était chaud. Les oiseaux chantaient dans l'érable. La vie continuait d'une manière ou d'une autre. 3 mois après le mariage, j'ai vu ma mère. Je marchais dans le parc près de mon nouvel appartement, un endroit plus petit, temporaire pendant que je réfléchissais à ma prochaine étape. L'argent de l'appartement était parti, mais j'avais toujours mon travail, mes économies, mon amour-propre. Elle était assise sur un banc près de la fontaine. Seule, elle paraissait plus âgée, plus petite. Ses cheveux avaient plus de gris que je ne m'en souvenais. Ses vêtements étaient moins soignés, un simple gilet cardigan au lieu des blazers ajustés qu'elle avait toujours portés. Nos regards se sont croisés. Pendant un long moment, aucune de nous n'a bougé. Puis je me suis approché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour avoir une conclusion, peut-être par curiosité, peut-être qu'une petite partie têtue de moi espérait encore. Je me suis assise, laissant un espace entre nous. Elle fixait droit devant elle. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je vis à proximité maintenant. Silence. La fontaine gargouillait. Des enfants riaient quelque part au loin. Tu vas bien, Sophie? Elle s'est finalement tournée pour me regarder. Ses yeux étaient rouges, fatigués. Je vais bien, Sophie. Sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais voulu. J'ai attendu. Une partie de moi voulait désespérément des excuses. De vraies excuses. Quelque chose qui reconnaisse des décennies de négligence, le vol, la trahison. Mais elle a juste secoué la tête et détourné le regard. Tu devrais rentrer, maman. Il fait froid. Elle a hoché la tête lentement, s'est levée du banc, a marqué une pause. J'aurais aimé. Elle a commencé. Je sais. Elle est partie sans finir sa phrase. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour du chemin. Je suis resté assise là un long moment, sentant l'air frais sur mon visage. Je ne la détestais pas. Je ne l'aimais pas non plus. J'avais juste terminé. Certaines relations ne peuvent pas être réparées. Certains dommages sont trop profonds. Et c'est aussi normal. Alors, voilà mon histoire. Si vous attendez une fin heureuse où nous nous réconcilions tous et devenons une famille aimante, je suis désolé. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Mes parents vivent dans leur petit appartement. Nous ne nous parlons pas. J'ai des nouvelles de tante Patricia parfois, mais j'ai arrêté de demander. Chloé travaille toujours dans le commerce de détail. Elle est en thérapie, me dit Patricia. Que cela aide, je ne sais pas. J'espère que oui. Pas pour elle, mais pour la personne qu'elle deviendra ensuite. Julien s'est remarié 2 ans plus tard, avec une enseignante de Bretagne. Ils ont un bébé maintenant. Il m'a envoyé un faire-part de naissance. J'ai trouvé ça gentil. Et moi, j'ai 34 ans maintenant. J'ai acheté un nouvel endroit l'année dernière, plus petit que l'appartement, mais à moi. Chaque brique, chaque plancher, chaque fenêtre m'appartient parce que je l'ai gagné à nouveau. J'ai toujours la canne quelque part dans mon placard, un rappel du chemin parcouru. Voici ce que j'ai appris. Établir des limites n'est pas une vengeance. C'est du respect de soi. La famille ne donne à personne le droit de vous blesser. Le sang n'efface pas la trahison. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si votre famille vous traite comme un accessoire, comme un distributeur automatique de billets, comme quelqu'un qui n'existe que pour satisfaire leurs besoins, je veux que vous sachiez que vous méritez mieux. Vous avez le droit de dire non. Et vous n'avez pas besoin de vous mettre le feu pour garder les autres au chaud. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires. Je lis chaque mot. Et si vous avez déjà dû fixer une limite avec votre famille, parlez-m'en. Vous n'êtes pas seul. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Avant de partir, voici les leçons que je veux que vous reteniez. Premièrement, personne n'a le droit de prendre ce pourquoi vous avez travaillé, pas même la famille. Deuxièmement,
Poser des limites ne fait pas de vous une personne cruelle. Cela fait de vous une personne forte. Troisièmement, parfois, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Merci beaucoup d'être resté avec moi pour toute cette histoire. Cela signifie plus que vous ne le savez. Si cela vous a parlé, cliquez sur s'abonner et activez les notifications. Je partage des histoires comme celle-ci chaque semaine. Consultez la description pour plus d'histoires de drames familiaux. Et si vous avez une histoire à raconter, j'adorerais l'entendre dans les commentaires. Prenez soin de vous. Vous comptez. Et ne laissez personne vous dire le contraire. À la prochaine.